Calendes d'octobre, 51, avant notre ère. Le sol forestier de la Gaule chevelue est une éponge froide et humide sous un ciel de la couleur de l'ardoise meurtrie. Vous êtes au plus profond des bois carnutes, un lieu où les chênes sont si anciens et leurs branches si emmêlées qu'elles semblent retenir le ciel captif. L'air est épais de l'odeur des feuilles mouillées, de la fumée de bois et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien. Une saveur métallique, comme du sang sur une pierre rituelle. Ici, le temps ne se mesure pas à la marche rigide des jours numérotés. Il se ressent, il se goûte dans le vent, se voit dans les phases de la pâle lune et s'entend dans le bruissement d'un sanglier dans les sous-bois. C'est le domaine des druides, les gardiens des secrets, les astronomes de l'âme. Au cœur d'une clairière se dresse Morvran, son visage une carte routière de 60 hivers, ses yeux de la couleur de la mousse sur le granit. Ses robes, autrefois blanches, sont tachées de la terre et des herbes de son métier. Il n'est pas seul. Rassemblés devant une série de 19 plaques de bronze, disposées selon un schéma complexe sur un bas-autel de pierre, se trouvent les chefs des Éduins, des Séquanes, des Arvernes, des hommes dont les noms sont prononcés avec révérence et crainte. Leurs capes de laine teinte sont lourdes de la rosée matinale, leurs mains reposant sur les poignets de leurs longues épées de fer. Le doigt noueux de Morvran trace une spirale sur le calendrier de Coligny, ses lèvres bougeant dans un chant silencieux. C'est leur horloge, leur guide, une carte céleste sur 5 ans, traçant la danse du soleil et de la lune. C'est une chose vivante, un pacte sacré entre les dieux et la terre. Il leur dit quand planter, quand faire la fête, quand faire la guerre. Mais cette année, le pacte semble tendu. Les signes sont contradictoires. La lune d'Écosse était gonflée et rouge. La voix de Morvran est un grondement sourd, comme des pierres qui s'entrechoquent. Les chemins des étoiles sont voilés. Les pluies tardives ont gâté la terre. Il lève les yeux des plaques de bronze, son regard balayant les visages anxieux. Les dieux sont hésitants. Le moment des derniers semailles n'est pas encore venu. Briser la terre maintenant reviendrait à inviter la rouille et à apaiser les esprits de la famine. Un homme plus jeune, au bord du cercle, un fermier nommé Brenos, déplace son poids. Ses mains sont calleuses, ses jointures épaisses, à force de lutter avec la terre. Il sent un nœud de dread dans son estomac. L'année dernière, les signes du druide avaient également été hésitants, la plantation avait été retardée et un gel précoce avait volé un quart de son orge. Ses enfants avaient été maigres tout l'hiver. Il regarde Morvran avec le respect dû à un homme sacré, mais une écharde de doute, froide et tranchante comme un éclat de silex, s'est frayé un chemin dans son cœur. Au-delà de la clairière, le monde change. Le martèlement des caliguets cloutés a remplacé les pas feutrés du chasseur. Des routes droites, pavées de gravier, impossibles et arrogantes dans leur rectitude, déchirent maintenant d'anciennes forêts. Les légions de Gaius Julius César sont venues et sont reparties, laissant un silence plus profond que le vacarme de la bataille. Elles ont laissé derrière elles des forts, des collecteurs d'impôts et un nouveau type d'ordre, un ordre qui a son propre temps. Brenos l'a vu. Dans la nouvelle ville marchande romaine de Cénabum, un étrange pilier de pierre se dresse dans le forum poussiéreux. C'est un cadran solaire, un solarium, qui découpe la journée en 12 parties impitoyablement égales, quelle que soit la saison. Il a vu les intendants romains consulter leur propre calendrier, de simples tablettes de bois aux lettres noires et austères, planifiant des expéditions de grains avec une confiance qui confine au blasphème. Il ne consulte pas la lune. Il n'observe pas le vol des corneilles. Il consulte une liste de noms. Januarius, Februarius, Martius, et agissent comme si les saisons elles-mêmes avaient prêté serment au Sénat et au peuple de Rome. Morvran lève une faucille d'or dont la courbe imite le croissant de lune. Nous attendrons le signe. Nous écouterons les murmures de la terre, pas les aboiements des chiens romains. Les chefs hochent la tête en signe d'approbation, leur foi est absolue.
Mais Brennos regarde au-delà d'eux, à travers les bois denses et sombres. Il imagine la droite route romaine, baignée par la lumière impitoyable du midi. Il imagine le pilier de pierre, son ombre se déplaçant avec une précision froide et mathématique. Le druide parle de murmures, mais Brennos ne peut s'empêcher de s'interroger sur la voix forte, claire et terrifiante de la simplicité du temps romain. None de janvier, 50, Averch, J. C. Sénaboum. La ville gauloise est refaite, à l'image de Rome, une ligne droite à la fois. Les sentiers boueux et sinueux de l'ancien établissement sont brutalement bisectés par des rues pavées tracées à la groma, la croix de l'arpenteur. L'air qui dans la forêt était lourd de vie et de décomposition sent ici la sueur, le mortier de chaux en cours de séchage et l'odeur âcre et disciplinée du cuir romain. Dans le prétoire nouvellement construit, un bâtiment austère de bois et de tuiles siège Lucius Cornelius Scipio, un tribun militaire affecté temporairement à la tâche ingrate de l'administration provinciale. À 28 ans, il possède le calme maigre et prédateur d'un homme qui a passé plus de temps en campagne avec la 10e légion équestrice qu'à un bureau. Son visage est rasé de près, ses cheveux sombres coupés courts. Devant lui, déroulé sur une grande table en chêne, se trouve un rouleau de papyrus, dont les bords sont lestés de pierres de rivière polies. C'est l'édit, directement du bureau du proconsul à Ravenne, détaillant la pleine mise en œuvre du calendrier julien. Son greffier, un affranchi grec nerveux nommé Démétrios, pointe un doigt tremblant sur une colonne de chiffres. Tribun, le décret est absolu. Toutes les affaires provinciales, taxation, jours de marché, procédures judiciaires et levées militaires doivent être réconciliées avec ce nouveau décompte des jours, avec effet immédiat. Lucius passe une main sur le parchemin. Il n'est pas astronome, mais il est romain. Il comprend l'ordre, il comprend les systèmes. L'ancien calendrier était un désordre, un ballon de football politique lancé entre les pontifes de Rome pour allonger ou raccourcir les mandats des magistrats. César, toujours pragmatique, avait tranché le chaos avec une épée, 365 jours, avec un jour bissextile tous les 4 ans. Simple, clair, efficace. C'était une arme, aussi sûrement que le glaive ou le pilum. Un empire ne peut pas fonctionner sur les caprices d'une lune capricieuse. Un empire fonctionne sur des calendriers. Il fonctionne sur la livraison prévisible de grains, d'impôts et d'hommes. Il fonctionne sur un temps qui peut être commandé. Plus tard dans la semaine, sur le forum poussiéreux de la ville, Lucius tente d'expliquer l'inexplicable. Il se tient devant un rassemblement des chefs gaulois locaux, Brennos parmi eux, attirés des champs par la convocation. Lucius n'a ni plaque de bronze, ni faucille d'or. Il a une tablette d'ardoise et un morceau de craie. Démétrios traduisant son latin brutal en gaulois hésitant, il dessine des lignes et des chiffres. Le mois de Marcius aura toujours 31 jours, déclare-t-il d'une voix plate et autoritaire. Un murmure parcourt les hommes drapés dans leurs manteaux. Mais la lune ne sera pas pleine, proteste l'un des chefs, sa main allant instinctivement vers le torque à son cou. Comment un mois peut-il se terminer avant que la lune n'ait achevé son voyage ? Lucius l'ignore. L'année commence au calends de janvier, à la saison froide. Cela provoque un éclat de rire franc. L'année gauloise commençait à sa main, avec le déclin de la lumière, ou à Beltane, avec sa renaissance. Commencer l'année au cœur stérile de l'hiver n'était pas seulement stupide, c'était un mauvais présage, une invitation à la mort. Morvran le druide, qui se tenait silencieusement à l'arrière, s'avance maintenant. La foule s'écarte pour lui. Il ne regarde pas Lucius, mais le dessin à la craie du Romain sur l'ardoise. « Vous, les Romains, dit Morvran, sa voix portant facilement à travers le forum, tracez des lignes droites à travers nos forêts, et maintenant, vous tracez des lignes droites à travers le ciel. Vous comptez les jours, mais vous ne les sentez pas. Votre calendrier est une cage pour les saisons, construite par des hommes qui craignent les dieux. Le chêne ne demande pas la permission
à un Romain pour déployer ses feuilles. Le saumon ne consulte pas de calendrier pour remonter les rivières. Nous planterons quand la terre sera prête, pas quand un décret d'une ville lointaine nous le dira. Les Gaulois rugissent leur approbation. Ils se moquent des chiffres stériles du Romain, de ses mois contre nature, de durée fixe, de sa tentative arrogante d'enchaîner le soleil et la lune. Brennos observe le visage de Lucius. Le tribun romain ne rougit ni de colère ni d'embarras, il ne montre aucune émotion. Il attend simplement que le bruit s'apaise. Quand cela se produit, il regarde directement Morvran et parle en latin, laissant Démétrios traduire le sens froid et dur. Vos dieux peuvent commander le chêne. Le Sénat et le peuple de Rome commandent le percepteur d'impôts. La dîme sur le grain sera évaluée selon notre calendrier. Elle sera collectée après notre récolte. Ceux qui ne pourront pas payer verront leur terre saisie. C'est tout. Il efface la tablette d'un revers de main, se retourne et regagne le prétoire d'un pas décidé, laissant les Gaulois dans un silence abasourdi et furieux. Les lignes n'avaient pas seulement été tracées. Elles avaient été tracées dans le sable, séparant deux mondes, deux manières d'appréhender le temps lui-même. Et la moisson serait le juge. Календы апреля, за 50 лет до нашей эры. Солнце – бледный, неохотный диск на огромном сером небе. Упрямый ветер, несущий последний укус зимы, обдувает поля вокруг Кинабума. Он хлещет Бренноса шерстяным плащом, когда тот стоит на краю своей земли. Его сапоги утопают в холодной мокрой земле. В руках он крошит ком земли. Он ледяной и безжизненный, слипшийся в жалкий комок. Le mois romain de Marcius est venu et est passé. Selon le calendrier austère de Lucius Scipio, le moment des semailles de printemps remonte à plusieurs semaines. Brennos avait observé le petit groupe de colons romains, des vétérans des guerres gauloises à qui l'on avait accordé des terres près de la ville, labourer leurs champs avec une précision méthodique. Il avait entendu ses voisins se moquer d'eux, les traitant de fous qui écoutaient l'encre sur le papyrus, au lieu de la sagesse de la terre. Mais Morvran et les autres druides avaient doté conseillé la patience. Ils avaient observé les cieux, sacrifié un taureau blanc sous la nouvelle lune et lu les entrailles. Les signes restaient voilés. La terre n'était pas encore réveillée, déclarèrent-ils. L'esprit du sol dormait encore son rêve hivernal. Semer maintenant reviendrait à jeter de précieuses semences dans une tombe. Ainsi, les champs gaulois restaient en jachère, sombres et silencieux sous la bruine incessante. Brennos arpente la limite de sa propriété. Il voit les sillons creusés par son père, et par son père avant lui. Il ressent le poids de leur savoir, de leur tradition, de leur foi absolue dans les anciennes méthodes. Pourtant, une pensée inquiétante le ronge. Les Romains n'étaient pas des agriculteurs, mais ils n'étaient pas non plus des sots. Ils construisaient des ponts qui défiaient les rivières et des engins de siège qui humiliaient les plus formidables oppidums. Ils n'agissaient pas sur des caprices, leur confiance était une force de la nature en soi. Il regarde la parcelle appartenant à un vétéran nommé Gaius Vibius. L'homme était un ancien centurion de la Legio 7, un homme dur et silencieux, avec une toile de cicatrices sur ses avant-bras. Là où le champ de Brennos est une boue stérile, la terre de Vibius montre déjà une légère brume de verdure, presque imperceptible. De minuscules pousses d'orge, pas plus épaisses qu'un fil, se frayent un chemin vers le faible soleil. La vue lance une pointe de peur glacée dans le ventre de Brennos, plus glaçante que le vent. Cela semble si fragile, si vulnérable. Un acte de suprême arrogance. Un seul gel sévère, un événement courant à cette période de la saison, tuerait tout. Morvran l'avait prédit. Les géants du givre chassent encore la nuit, les avait-il avertis. Les Romains leur préparent un festin. Ce soir-là, dans la grande salle qui sert de lieu de réunion au village, l'air est épais de la fumée du feu central et de l'odeur du mouton rôti. Les anciens marmonnent entre eux, réaffirmant leur confiance dans les druides. Ils racontent des histoires de famine passées causées par des hommes impatients qui ont ignoré les signes. Les Romains comptent les jours.
dit un vieux chef, crachant un morceau de cartilage dans le feu. Nous écoutons la terre. La terre sait. Mais le doute est une graine, et une fois planté, il est difficile de l'arracher. Brennos pense au chant de Gaius Vibius. Il pense au mouvement calme et sans hâte du Romain alors qu'il travaillait sa terre, comme s'il savait quelque chose que Brennos ignorait. Le calendrier julien n'était pas juste une liste de jours, c'était une prédiction, une promesse. Il prétendait que cette séquence spécifique de jours, cet aprilis, était le moment opportun pour semer, indépendamment du vent froid ou de la terre humide. C'était une affirmation de fait, pas une interprétation d'augure. Brenno se sent piégé entre deux immenses certitudes, l'ancienne sagesse spirituelle de son peuple et la logique froide et empirique des conquérants. L'une était tissée dans la trame même de son âme, l'autre démontrée dans les routes, les aqueducs et le succès implacable des légions. Il avait ri du calendrier romain avec tout le monde, mais alors qu'il est allongé sur ses pots de couchage cette nuit-là, écoutant le vent hurler dehors, il ne rit plus. Il a peur. Peur que les fragiles pousses vertes dans le champ du Romain représentent un pouvoir que son peuple ne peut plus se permettre d'ignorer. Ide de Quintilis, 50 avant notre ère. Le ciel gaulois a oublié de pleurer. Depuis des semaines, c'est une vaste étendue chatoyante d'un bleu brillant et brutal. Le soleil, n'étant plus un disque pâle, est maintenant un marteau implacable de chaleur et de lumière, frappant les champs desséchés de la Gaule. La terre, autrefois une éponge froide, s'est transformée en une coquille craquelée et poussiéreuse. L'orge de Brennos est rabougrie et pathétique. Plantée tardivement, suite à l'accord éventuel des druides après le passage du dernier gel printanier, les graines avaient germé dans un monde qui se retournait déjà contre elles. Les douces pluies printanières dont elles avaient besoin pour prospérer ne sont jamais venues. Maintenant, les tiges sont fines, les épis de grains petits et flétris. Une pâleur poussiéreuse, jaunâtre brun, plane sur ces champs, la couleur de la maladie et de l'échec. Lorsqu'il marche à travers la récolte, les tiges sèches bruissent d'un son cassant et lugubre. La récolte sera un désastre. Il aura de quoi nourrir sa famille, peut-être, mais la taxe romaine, un pourcentage fixe d'un rendement attendu, sera ruineuse. Un soir, poussé par un désespoir qu'il ne peut plus contenir, il se dirige vers la limite de sa propriété et regarde la terre cultivée par le vétéran, Gaius Vibius. La vue le paralyse. C'est une vision d'un autre monde. L'orge de Vibius se dresse haute et épaisse, une mer dense d'or qui ondule dans la brise chaude. Les tiges sont robustes, les épis de grains gros et lourds courbés sous leur propre poids. Le Romain, travaillant avec ses deux fils, avait semé selon le calendrier julien, pariant sur une fenêtre de temps précise. Leurs semences avaient capté la dernière humidité profonde du sol issue de la fonte des neiges hivernales, germant juste avant que les pluies ne cessent. Leurs racines s'étaient enfoncées profondément tant que le sol était encore travaillable, cherchant l'eau que la récolte semée tardivement par Brennos ne pourrait jamais trouver. Ils avaient dû supporter un dernier léger gel qui avait noirci les pointes des pouces mais laissé le cœur vivant, un risque que le système romain avait d'une manière ou d'une autre pris en compte. Tandis que Brennos observe, Lucius Cornelius Scipio arrive sur un destrier de cavalerie gris flanqué de 2 gardes légionnaires. Il descend non pas dans le champ de Brennos, mais dans celui de Vibius. L'ancien centurion se redresse, essuie la sueur de son front avec son avant-bras et adresse un signe de tête respectueux au tribun. Lucius arrache une épi d'orge d'une tige. Il roule les grains dans sa paume, son expression illisible mais professionnelle, comme un ingénieur inspectant la qualité d'un mur nouvellement construit. Il ne jubile pas, il évalue, il confirme des données. « La récolte s'annonce bonne, Vibius, » dit Lucius, son latin portant clairement dans l'air calme du soir. « Tu respecteras la dîme et auras un bon surplus pour le marché de Cénabum. » Le moment était bien choisi, tribun.
répond Vibius, la voix rauque de poussière, exactement comme l'avaient prédit les agronomes du proconsul. Un été sec, mais le début précoce a tout changé. Agronome. Prédit. Ces mots frappent Brennos comme des pierres. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une blasphème fortuite. C'était un calcul. Pendant que Morvran lisait l'avenir dans les entrailles d'un taureau, des spécialistes romains à des centaines de kilomètres étudiaient les modèles météorologiques, les conditions du sol et les cycles solaires, les compilant dans un système d'une précision terrifiante. Le calendrier julien n'était pas juste une façon de compter les jours. C'était un manuel stratégique pour la conquête de la nature elle-même. Le temps, pour les Romains, n'était pas un flux mystique à apaiser. C'était une ressource à gérer, un champ de bataille à dominer. Lucius détourne son regard de la moisson dorée de Vibius vers celle, flétrie, de Brennos. Il regarde par-dessus la ligne de démarcation le fermier gaulois qui se tient là, une silhouette de l'échec se détachant sur le soleil couchant. Leurs regards se croisent. Il n'y a aucune triomphe dans l'expression du Romain, seulement une finalité calme et profonde. Il n'a pas besoin de dire un mot. Les champs ont parlé pour lui. Un système fonctionne, l'autre est une recette pour la famine. Dans ce seul regard silencieux, Brennos comprend que son monde a été irrémédiablement brisé. Les murmures de la vieille lune ont été noyés par la marche tonitruante et silencieuse du calendrier romain. Calendes de Sextilis, 50 avant notre ère. La saison des moissons est un conte de deux réalités. Dans les champs gaulois, c'est une période de visages sombres et de désespoir silencieux. Hommes, femmes et enfants se déplacent à travers les cultures ravagées avec des faucilles à l'âme émoussée, leurs mouvements lents et lasses. Ils récupèrent ce qu'ils peuvent, les maigres grains remplissant leur panier avec un cliquetis sec et insatisfaisant. Le rendement est inférieur à la moitié de ce qui est nécessaire. Il n'y a pas de joie, pas de chant de moisson, seulement le bruissement des tiges mortes et le murmure croissant de la peur. Comment survivront-ils à l'hiver? Comment paieront-ils l'impôt romain? Mais sur les terres cultivées par les colons romains, la scène est celle d'une industrie disciplinée et triomphante. L'air résonne du bruissement rythmique d'acier tranchant à travers les épaisses tiges et des appels retentissants d'hommes coordonnant leurs efforts. De lourds chariots, leur roue gémissant sous le poids de l'orge dorée et du blé, creusent de profondes ornières dans les pistes poussiéreuses menant à Cénabum. Gaius Vibius et les autres vétérans travaillent avec une efficacité presque militaire dans sa précision, leur récolte témoignant du système qu'ils servent. Dans le forum de Cénabum, la conséquence de cette division devient brutalement évidente. Un détachement de la garnison, commandé par un sévère décureur, supervise la collecte de la dîme sur le grain. Lucius Scipion se tient sur les marches du prétoire, une tablette et un stylet à la main, observant les procédures avec un calme détaché. Ce n'est pas un homme cruel, mais il est un instrument de l'État romain, et l'État exige son dû. Un par un, les paysans gaulois s'avancent, leurs chariots honteusement légers. Brennos attend son tour, son estomac noué par l'humiliation. Il observe le prévôt romain, un homme aux yeux froids de prêteur d'argent, inspecter chaque chariot, peser le grain sur une grande balance de bronze et noter la quantité sur une tablette de cire. Le manque est enregistré sans commentaire. Quand vient le tour de Brennos, l'intendant jette à peine un regard à sa maigre offrande. Il prend note et regarde au-delà de lui vers l'homme suivant. Le déficit est enregistré. Brennos des Éduans, déclare l'officiel. Il sera ajouté à votre fardeau fiscal pour le prochain cycle avec intérêt. Ou vous pouvez régler la dette maintenant avec du bétail. 2 bœufs ou 10 moutons. Brennos sent le sang quitter son visage. Ces bœufs étaient sa vie. Il tirait sa charrue, les outils mêmes de sa survie. Les perdre reviendrait à perdre la capacité de travailler sa propre terre. Il voit d'autres fermiers, ses voisins, emmener leurs animaux de prix, leurs visages masqués d'angoisse. Il voit Morvran le druide se tenir au bord du forum,
son expression troublée, son autorité s'effritant visiblement devant ce nouveau pouvoir inexorable. Ses pronostics sur la volonté des dieux semblent maintenant les divagations d'un fou face à cette dure réalité mathématique.